La Loire à vélo, l'emblème des vacances douces et actives. Le cycliste s'immerge tranquillement dans les paysages du dernier fleuve sauvage. L'itinéraire le conduit sur 800 km d'images uniques et variées. D'Angers à Tours, les pierres de tuffeau sculptent des châteaux de contes de fées. Les vignes grimpent les coteaux au-dessus des habitats troglodytes. En contrebas, la Loire serpente nonchalamment entre les îles sablonneuses. Elle invite à quitter son vélo pour venir glisser sur l'eau. 800 000 cyclistes, dont un tiers d'étrangers, la dégustent chaque année. Les hôteliers ont longtemps ignoré le vélo, autrefois symbole des ouvriers désargentés. Pour accueillir ces touristes nouveaux, les établissements offrent maintenant des prestations adaptées, comme un parking à vélo ou le remplissage des bidons. Pendant l'été 2017, et après une semaine de préparation, j'ai profité du retour de l'anticyclone des Açores pour parcourir 200 km entre Angers et Tours. Il y a 1001 façons de présenter la Loire à vélo. L'histoire commence avec les sédiments qui se sont transformés en ardoise sous la pression. Elle continue au Crétacé, nom qui vient de la craie qui s'est créée à cette époque. Une mer tropicale couvrait alors la région. Les coquillages se sont amassés au fond et, en se tassant, ont donné le tuffeau, une pierre calcaire peu dense. La Loire a creusé son lit dans cette pierre et les hommes préhistoriques se sont abrités sous les surplombs. Important axe de communication, le fleuve a favorisé l'essor économique de la région. Les premières forteresses l'ont protégée dès le Moyen Âge. Puis vinrent les châteaux de la Renaissance, construits avec le tuffeau que les habitants extrayaient en creusant leurs maisons troglodytes. Les nouvelles techniques de construction ont sonné le déclin du tuffeau, et les carrières ont été transformées en champignonnières lorsque le champignon de Paris a quitté la capitale pour laisser la place au métro. Le vélo est un sport, mais aussi un moyen de transport, de découverte et de communion avec les paysages. Il est parfait pour ceux qui s'ennuient dans les voitures et dans les cars et qui aimeraient bien bouger leurs jambes. Le vélo favorise les rencontres et deux cyclistes dans un train se racontent des histoires de voyage à vélo. J'évite de trop me renseigner sur le parcours, ainsi je vais de découverte en émerveillement. Et tant pis si j'ai des côtes à grimper. Suivre un itinéraire existant comme la Loire à vélo garantit ce subtil équilibre qui ménage l'imprévu sans avoir à se perdre. Avant de partir, j'ai changé mes patins de frein et comme je n'ai pas tout vérifié, j'ai dû faire escale dans un magasin de sport à Saumur. J'ai téléchargé les étapes du parcours sur le site de l'Eurovélo 6 et je les ai rentrées dans mon GPS. La Loire est très facile d'accès. La SNCF offre quelques places pour les vélos que l'on peut réserver. Il n'y en a pas beaucoup et certaines destinations sont très prisées. Mon train offrait 2 places. Mon vélo a voyagé seul car l'autre cycliste s'est trompé de wagon et le contrôleur lui a suggéré de rester sur la plateforme entre 2 voitures plutôt que de remonter entre les sièges avec son vélo. Ça y est, je pars d'Angers pour 200 km de plaisir et de découverte. Les sorties de ville traversent souvent des zones industrielles sinistres, mais j'ai été très agréablement surprise. La première étape du jour me conduit à Port-Saint-Maur. Le chemin serpente entre les roselières et les plans d'eau qui ont envahi les anciennes carrières d'ardoise. J'aboutis sur les rives de l'Othion que nous traversons grâce à un mini-bac qu'il faut tirer à la force des bras. À la Ménitrée, je contourne les établissements Villemaurin et je découvre le manoir de Jeanne de Laval. Le garde vient discuter avec moi du manoir et de ses travaux de restauration. Finalement, nous échangeons nos expériences sur la meilleure façon de transporter ses bagages à vélo. Lui a opté pour la remorque et moi le mini sac à dos, car nous n'aimons pas les sacoches qui nous déséquilibrent.
La dernière fois que j'ai remonté la Loire à vélo, j'ai eu envie d'aller naviguer tranquillement entre les bancs de sable. Alors cette fois-ci, j'ai réservé un petit tour en bateau entre Port-Saint-Maur et le Tourail. Nous apercevons des hérons, des aigrettes, des mouettes et des goélands sur le banc de sable. L'écorce rongée prouve qu'une famille de castors est venue sur cette île. Je retourne sur mes pas pour traverser la Loire et me diriger vers Saumur. Après Gênes, je pédale sur des coteaux ombragés et vallonnés. Au VIe siècle, Saint-Maur fonde une abbaye à Toureil. Elle a été détruite lors des invasions normandes et reconstruite par la suite. Le Tourail est un petit port marinier. En route, alors que je profitais du paysage entre deux côtes, je perds un cale-pied et je découvre alors que mes semelles n'ont pas supporté l'effort et se sont décollées. Me voyant sur le bord du chemin, deux cyclistes me proposent leur aide. Dommage que je n'ai pas pensé à leur demander l'adresse du magasin le plus proche. Le lendemain, après une visite rapide de la ville, j'ai descendu la Loire en kayak sur les 12 kilomètres qui séparent Montsoreau de Saumur. Je rejoins le centre nautique sur l'île d'Auphare, d'où nous sommes conduits avec nos kayaks à Montsoreau. Et le soir, fouet à volonté avec du fromage et des rillettes. Pour continuer, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Sans la protection des semelles, appuyer sur les pédales est bien trop douloureux. Heureusement que Saumur disposait d'un magasin de sport. Me voilà donc chaussée de neuf. L'étape suivante me mène tranquillement à Montsoreau, à travers des paysages variés et troglodytes. Je quitte Saumur et son château que je n'ai pas visité, par des petites rues tranquilles, coincées entre la falaise de Tuffeau et la Loire. J'emprunte ensuite une piste cyclable qui s'enfonce rapidement sur un chemin ombragé le long de la Loire. Tout à coup, après avoir rejoint la route au niveau de Souzay, l'itinéraire emprunte une petite rue qui monte droit et s'enfonce dans la roche. J'hésite un moment devant cette montée bien rude, avant de la gravir à pied. J'ai découvert des habitats troglodytes. Ils annonçaient le château imprévu de Marguerite d'Anjou, château semi-troglodyte du XVe siècle. J'étais conquise par la beauté de son architecture. Ces surprises pimentent la saveur des voyages à vélo. Ensuite, l'itinéraire remonte au milieu de vignes et de cultures vallonnées pour rejoindre un peu plus bas le troglodyte de la Pomme Tapée.
Dans les années 1870, après la destruction des vignes par le phylloxéra, les habitants se lancent dans la pomme tapée, une pomme déshydratée qui se conserve et permet aux marins d'emporter de la vitamine C pour éviter le scorbut. Les pommes sont desséchées à basse température pendant 5 jours dans des fours creusés dans la roche et sont tapées pour être réduites à l'état de rondelles faciles à transporter. Une fois réhydratées dans du vin, c'est un vrai délice. On supporte bien la chaleur à vélo tant qu'on avance et qu'on est rafraîchi par le vent vitesse. J'ai déjeuné de galipettes grillées au feu de bois dans la fraîcheur du restaurant troglodyte du Saut-au-Loup. La galipette est un gros champignon de Paris farci. Ma préférée est la galipette au beurre d'escargot. J'ai bien apprécié les 14 degrés de la champignonnière et ma polaire est restée dans mon sac à dos. Il était déjà 2 heures et je n'avais pas atteint le quart de mon trajet. J'ai renoncé à la visite du château de Montsoreau et j'ai abandonné le détour vers Chinon et sa forteresse. J'aime penser que je pourrais revenir. L'exploration accueille l'imprévu et se distingue d'une liste à cocher. À Camp-de-Saint-Martin, le parcours traverse la Vienne et s'engage dans des bois ombragés. J'ai rencontré plus de cyclistes sur cette portion que sur la précédente. Moins touristique, elle offre cependant moins de dénivelé que les coteaux saumurois. Il doit être difficile de gravir une colline avec un enfant et des bagages dans une remorque et un deuxième enfant sur un vélo attelé. Après Savigny-en-Véron, l'itinéraire traverse des paysages agricoles. Il emprunte ensuite une levée ombragée en bord de Loire, interdite aux véhicules. À Bréhémont, j'ai quitté l'itinéraire principal pour Azay-le-Rideau, dont les abords sont bien plus fréquentés que le reste du parcours. La construction du château Renaissance d'Azay-le-Rideau a été entreprise au XVIe siècle par un conseiller du roi. J'aime le côté féerique et irréel des visites de nuit. On ne voit pas que le château est construit sur une île, mais on entend l'Indre couler par endroits. La rivière a été élargie pour créer un magnifique miroir d'eau qui renforce la magie du lieu. Ce bijou architectural scintille au milieu de la nuit noire comme un portail atemporel. Comme une enquête dévoile que le propriétaire s'est enrichi suite à des malversations, il s'enfuit pour sauver sa tête. François Ier saisit alors le château et le donne à un de ses fidèles. La matinée suivante nous mène à Villandry. Elle a été consacrée à l'observation des oiseaux, à Langeais, le long de la route, et finalement au bec de Cher, le confluent entre le Cher et la Loire. Les oiseaux se trouvent en général sur les bancs de sable et s'envolent dès qu'on s'approche. Sur la Loire, on trouve des goélands, des mouettes, des aigrettes, des cormorans, des hérons et beaucoup d'autres que je ne reconnais pas comme les sternes. Je repère des oiseaux en plein festin, dont des cormorans reconnaissables à leur long cou noir, qui semblent sortir de l'eau et qui se distinguent des autres, principalement blancs et gris. Les cormorans sont très rigolos, ils flottent à peine, et on ne voit que leur long cou se dresser hors de l'eau tel un serpent. Puis, ils font un canard et descendent en apnée chercher leurs poissons. Et hop, les voilà partis. Sûrement à cause du kayak qui s'approchait. Nous voici arrivés au bec de Cher.
Après la grotte pétrifiante de Savonnières, le parcours rejoint Tours par des détours qui traversent le parc de la Gloriette et évitent les laides zones industrielles. La grotte pétrifiante vient d'une ancienne carrière envahie par des eaux qui forment un lac souterrain. Ces eaux, chargées en carbonate de calcium, le redéposent sous forme de stalactites, stalagmites, drapés et même vaguelettes. Les objets déposés dans l'eau se recouvrent en quelques années d'une couche de calcaire. Les bas-reliefs déposés sous l'eau courante se comblent lentement. Le lendemain, pour la visite de Tours à pied, le vélo va rester à l'hôtel avant d'aller prendre le TGV.